Les noces de Hans le Curieux, contes et légendes d'Alsace. Vers le milieu du XVe siècle, par un beau matin de septembre, une noce défilait dans les rues de Mulhouse, près de la porte de Bâle. Le bon forgeron, Hans Müller, venait d'épouser son honnête voisine, Edith. Hans était son parent, Edith n'avait plus qu'un vieillot. Mais tous deux étaient si aimés qu'une foule de braves gens avait tenu à leur faire cortège. Ouvrier excellent, curieux de tous les arts, habile à tous les métiers, Hans Müller était toujours prêt à rendre service. « Hans, mon rouet ne tourne plus. Hans, il y a quelque chose de dérangé dans l'engrenage de mon moulin. » Sans perdre de minutes, Hans quittait son propre travail pour s'occuper de celui des autres. On le voyait arriver, grave et souriant à la fois, se voyant compagnon, à la taille très haute, au visage très brun, aux yeux d'un bleu très clair, aux moustaches pendantes, aux mains rudes et qui savait toucher délicatement aux objets fragiles. À chaque chose, il semblait obstinément demander son secret pour s'en servir au plus grand bien de tous. Il avait voué à sa voisine Edith une tendresse profonde, faite d'estime, d'amitié et de reconnaissance. Sa présence lui procurait une tranquillité si parfaite, un repos si fier et si doux. Aussi bien, la digne fille avec son visage régulier, ses joues roses et ses magnifiques cheveux blonds bien serrés, lui semblait belle entre toutes les femmes, et la noce fut heureuse entre toutes les noces. Les invités causaient gaiement entre eux. La mariée réfléchissait à tous les devoirs que lui imposait son bonheur. Quant au marié, dont certes le bonheur n'était pas moins vif, il ne laissait pas d'examiner, suivant sa coutume, tout ce que le hasard lui offrait d'intéressant. Au passage, d'un regard expérimenté, il fouillait jusqu'au fond les boutiques des menuisiers et des ferronniers, devant lesquels il avait trop rarement le loisir de passer. Tel objet exposé lui faisait dire « voilà une belle pièce ». Parfois, devant tel appareil qu'il jugeait bien inventé et bien exécuté, il prononçait à mi-voix ces mots où se condensait toute son admiration. Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui? À l'étalage d'un armurier, une arbalète d'un nouveau système l'arrêta plus longuement. La crosse, d'épaulement, le ressort d'une force et d'une solidité superbe, le point de mire si bien établi, tout le ravissait. Il quitta le bras de la mariée en s'écriant « C'est parfait cela, et ce sera toujours de mieux en mieux. Ah, que donnerais-je pas pour voir ce qui se fera à Mulhouse dans 500 ans ?» Oui, tel fut le vœu que formula Hans Müller le jour de ses noces. Il avait à peine formulé ce vœu qu'il disparut. « Hans, eh bien Hans, où es-tu » Et il était là tout à l'heure, devant la boutique de cet armurier. Peut-être y est-il entré. L'armurier n'a vu personne rentrer chez lui. Il est rentré dans une autre maison, attendons-le. La mariée avait d'abord rassuré tout le monde, étant si sûre de son mari. Mais peu à peu, elle se troubla. Les couleurs de ses joues s'éteignirent, pâles et frissonnantes. Elle répétait « Cherchez-le, je vous en supplie ». Les gens du guet furent avertis et se mirent en campagne. Recherche sans résultat. Du bon forgeron Hans Müller, plus de nouvelles. 5 siècles après le 24 septembre, un peu avant midi, il avait plu à Mulhouse, triompha à l'averse d'Alsace. Sur les toits, amplement lavés, sur les pavés bleuis et nets, l'eau du ciel avait retenti, tout à son aise, drue et rebondissante à souhait. Cette averse finie, les passants, en fermant leur parapluie qui ruisselait, virent avec surprise vers la porte de Bâle, au milieu de la rue, un homme vêtu d'un habit brun, d'un gilet cramoisi et de chausses gris clair, dont les bas blancs n'avaient pas une éclaboussure. Mieux encore, le tricorne qui le coiffait était couvert d'une fine couche de poussière blanche où pas une goutte d'eau n'avait marqué. En vérité, pouvaient-ils savoir, ces passants, que c'était la poussière et non la pluie qui remplissait les rues de Mulhouse 5 siècles auparavant, jour pour jour, heure pour heure. Du costume que portait l'homme, les passants étaient moins surpris que de sa poussière. Ils se disaient « c'est quelques paysans d'un village lointain où l'on garde les vieilles traditions ». Étourdi plus encore qu'émerveillé, l'homme allait à tout petit pas hésitant, les yeux tout grands ouverts. Comme il s'était endormi sous une pensée de curiosité, d'ailleurs fort déplacée le jour de ses noces, il se réveillait, dominé par cette même pensée après un sommeil terriblement long. Il regardait les magasins qui, derrière leurs vitres immenses, lui présentaient les merveilles de l'histoire moderne. Une seule boutique lui sembla familière, la boucherie, où pendaient des quartiers de bœuf et de moutons entiers. Encore certaines parures fleuries, dont les viandes étaient ornées, l'étonnèrent un peu. « C'est donc fait maintenant, se disait-il, pour tout le monde, et en tout, il chercha sa maison. Mais sa maison, il ne la trouva plus. Elle était noyée, absorbée, anéantie dans le flot des bâtisses neuves. À l'endroit de son emplacement, Hans demanda quelques renseignements. On comprit mal sa question, et il comprit plus mal encore la réponse. Étranger dans sa ville natale,
le revenant marcha, au hasard, vers la campagne avec l'espoir d'y trouver assez de calme pour se ressaisir. Il s'arrêta près d'un pêcheur. Ce pêcheur, flatté de cette admiration, le laissa toucher à ses lignes transparentes comme l'eau et à ses hameçons fins comme le fil de la Vierge. « Vous devez prendre autant de poissons que vous voulez ?»« Oh, dit le pêcheur, les poissons deviennent de plus en plus méfiants. » Une détonation retentit. Un homme venait de tirer sur une buse qui décrivait des cercles menaçants au-dessus de sa basse-cour. C'est sans doute, pensa le bon forgeron, une arbalète perfectionnée qui fait ce bruit. Non moins complaisant que le pêcheur, le chasseur expliqua le mécanisme de son arme, la mit entre les mains de l'amateur inconnu et l'invita à l'essayer sur une cible. Hans Müller avait l'heure juste. Son premier coup fut un coup de main. Comme le chasseur le félicitait, il lui dit, en se frottant tour à tour l'épaule froissée, l'oreille bougonnante, « Pourquoi votre buse n'est-elle pas tombée ?»« Elle était trop loin, dit oui. Les bêtes connaissent aussi bien que vous la portée de nos fusils. Elles se tiennent à distance, respectueuses. » Tout pensif, Hans Müller revient vers la ville. Il fit hâte devant une grande maison aux larges vitres à travers lesquelles apparaissaient des ouvriers penchés sur d'innombrables fils tendus horizontalement. Tout glissait, tournait, vibrait, bourdonnait, halétait, comme sous l'action d'une âme infatigable et forcenée. Fasciné, Hans Müller était entré sous une sorte de hangar et tâtait un de ces brillants tissus qui, à profusion, sortaient des machines. « Bon, pensa-t-il, cela est fait en un instant, mais cela doit s'user de même. » Son regard s'arrêta sur l'habit d'étoffe si solide qui lui venait de son père et qu'il espérait bien léguer à un fils né de lui. Cette réflexion faite, un grand trouble s'empara de lui. La mémoire lui revenait peu à peu. Pour le distraire, il fallut l'arrivée grondante, grinçante et trépidante d'une file de voitures sans chevaux, roulant avec une rapidité fantastique sous un panache de fumée. Une foule de gens descendaient de ces voitures. Parmi eux se trouvait un gros homme, réjoui, qui, avisant l'étrange compagnon, lui dit en manière de plaisanterie, « Eh bien, vieux, vous attendez le train ?»« De quel train me parlez-vous » répondit le forgeron. « Ne vous fâchez pas, ce n'est pas ma faute à moi si vous tombez de la lune. »« Le train ?» répéta Hans. « Bon, s'écria l'homme réjoui, « vous voyez un chemin de fer pour la première fois. Moi, j'ai toujours eu envie de voir un homme dans ce cas-là. Ah, si les gens, il y a seulement un siècle, pouvaient revenir sur Terre, de quels yeux le regarderait un véhicule qui vous abat ses 12 lieues à l'heure? Rien de tel pour faire marcher les affaires. »« Tout le monde peut monter dans ces voitures-là » demanda Hans. « Tout le monde. Il suffit d'avoir un porte-monnaie, tant soit peu garni. »« Alors, puisque c'est une commodité pour tout le monde, ce n'est un avantage pour personne. » »« Quelle singulière façon d'envisager les choses. Tenez, je suis sûr que le télégraphe ne vous plaît pas plus que l'express. »« Qu'appelez-vous le télégraphe ?»« Menti, comme j'ai encore 5 minutes de loisir avant le départ du train pour Paris, je veux vous initier à une des plus miraculeuses inventions de notre glorieuse époque. » Hans Müller comprit-il les explications? En contemplant les poteaux et les fils, il hochait la tête. « J'ai idée, dit-il, que ces messagers transmettent plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. »« Alors, vos idées ne sont pas plus à la mode que vos costumes, changez-en vite, croyez-moi. Soyons de notre temps, morbleu, mon cher. » L'homme réjoui serra la main de l'homme triste et sauta dans son train en riant. Hans suivit des yeux le train express jusqu'à une courbe de la voie. Plus seul encore, il se remit en marche à l'aventure. Tout à coup, en apercevant par une fenêtre ouverte des gens attablés devant une soupière fumante, il sentit qu'il avait faim. Il s'assura que sa bourse assez bien garnie, suivant l'expression du voyageur, était toujours dans sa poche, et il chercha une hôtellerie à sa convenance. Dans une rue étroite, non loin de l'hôtel de ville, il découvrit une toute petite auberge, dont les vieilles tables de bois et la vieille hôtesse aux cheveux gris ne l'intimidèrent pas trop. « Voulez-vous, madame, dit-il, me servir un peu de pain, de fromage et de vin ?» Puis, tout de suite, il ajouta en montrant sa bourse, « J'ai de quoi ?» L'hôtesse regarda les yeux francs et la loyale figure de son étrange client. « On connaît son monde, répondit-elle en souriant. Après avoir avalé une bouchée de pain et une gorgée de vin, le forgeron rallia ses souvenirs et reprit conscience de lui-même. Ainsi, aux enfers, à ce qu'on raconte le bon poète Homère, les pauvres ombres des morts retrouvent la mémoire quand elles ont bu un peu de sang. Hans Müller revit son cortège nuptial défilant dans les rues de Mulhouse. Il revit surtout la charmante Édith, son épouse légitime depuis 500 ans et quelques heures. Maintenant, je vais me mettre à sa recherche. Comment n'y ai-je pas pensé tout de suite? Que de temps j'ai perdu! Hélas, il ne croyait pas si bien dire. « Payez-vous, madame, s'il vous plaît ?» L'hôtesse prit la pièce présentée, la fit sonner, l'examina longuement et la lui rendit en disant « C'est une pièce de bon argent, mais elle ne doit pas avoir cours. Je n'ai jamais vu de pareille. N'en avez-vous pas une autre ?» Hans Müller en avait d'autres, mais tout aussi inconnues à l'hôtesse. Comme l'autre demeurait embarrassé et songeur, elle lui dit avec cette obligeance des âmes qui est d'une si haute et si touchante sympathie, « Vous ne connaissez pas l'adresse d'un changeur? Eh bien, confiez votre pièce à la servante. Elle vous rapportera de la monnaie. » La servante revint. «
Voici les pièces. Le changeur a répondu qu'elles étaient très anciennes et qu'il fallait s'adresser à un antiquaire ou à un bijoutier. Horstmüller baissa la tête. Mon Dieu, mais c'est tout simple, s'écria la vieille hôtesse. Seulement, vous devez faire vous-même cette petite opération. Tenez, il y a un antiquaire tout près dans cette rue-ci, à gauche. Gardez cette pièce en gage, du moins, madame. Ai-je besoin d'un gage pour quelque chose de dépense? Je vous en prie. L'antiquaire assujettit sur ses yeux ses meilleurs bicycles. Oh, fit-il, cela ne manque pas de quelques intérêts, pas très rares sans doute vos pièces, mais très bien conservées, trouvées dans quelques poteries, n'est-ce pas? Elles ont dû être enfermées presque toutes neuves. Il est possible de vous entendre, si vous n'êtes pas trop exigeant. Et d'abord, j'ai besoin de savoir, pour la bonne règle, si vous avez des papiers. Des papiers? Oui, la moindre des choses, une quittance de loyer, un permis de chasse, une carte d'électeur. La plupart de ces mots ne représentaient absolument rien dans l'esprit du forgeron. Il vous est facile de trouver un papier quelconque, il suffit de votre identité. Le mieux pour vous, c'est d'aller de ce pas à l'hôtel de ville. On vous donnera tous les renseignements que vous souhaiterez. J'y vais, dit Horstmüller. Songeant aux renseignements qu'il souhaitait avec tant d'ardeur, il arriva presque en courant devant l'hôtel de ville. Voilà les 3 étages, se disait Hans. La grande toiture, le bel escalier de pierre à double rang pas collé à la façade, sous son cher auvent de tuiles. Il monta donc l'escalier. Les 24 marches lui semblent innombrables. Il eût voulu qu'elles fussent vraiment sans fin. Il demeure quelques minutes tout interdit dans un large vestibule. Un employé, chargé des papiers, le frôlant au passage, lui demanda, sans le regarder, « Que désirez-vous, monsieur ?» La phrase que le bon forgeron avait forgée en prévision de ces questions glissa misérablement de sa mémoire. « Je voudrais savoir où est ma femme. »« Où l'avez-vous perdue ?»« Tout près d'ici, vers la porte de Bâle. »« Et quand l'avez-vous perdue vers la porte de Bâle ?»« Le matin de nos noces. »« Ce matin ?»« Je ne sais pas. Vous ne savez pas la date de votre mariage ?»« Je la sais parfaitement, monsieur. C'est le 24 septembre 1451. »« Quelle date dites-vous là ?» s'écria l'employé de l'hôtel de ville. Le bon forgeron répéta « Le 24 septembre 1451. »« Vous en êtes tout à fait sûr ?» murmura l'employé. « Tout à fait sûr ? En ce cas-là, on retrouvera votre femme. »« Comment ? Cette date suffira ?»« Si, elle suffira, n'en doutez pas. Donnez-moi la peine d'entrer et prenez patience pendant 1 minute. » Tout va bien, pensait Horstmüller. On a donc trouvé des gens des moyens extraordinaires. Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui? Venez, cher monsieur, dire d'une comme une voix 2 nouveaux venus en uniforme bleu. Nous allons aller à la voiture. À quoi bon une voiture? Il n'est jamais mauvais d'aller vite en besogne. La voiture s'arrêta devant une haute maison. Horstmüller fut introduit dans une chambre blanchie aux murs tout nus. Un homme vint, entouré de serviteurs, qui lui dit d'une voix paternelle « Remettez-vous, mon ami, confiez-moi ce qui vous préoccupe. » Le plus calmement possible, le bon forgeron raconta sa promenade Lucia dans les rues de Mulhouse et comment, après une interruption inexplicable pour lui, il s'était retrouvé à la même place, mais au milieu de choses et de gens singulièrement modifiés. Ce qu'il voulait avant tout, c'était retrouver sa femme. Il apercevait seulement combien l'amitié d'Édith lui était nécessaire. « C'est un sentiment bien humain, mon ami, mais il semble que vous avez commis une erreur en indiquant à l'hôtel de ville la date de votre mariage. J'ai bien dit 24 septembre 1451. Vous voulez dire 1951. Mais non, ce n'est pas cela que je veux dire. N'insistons pas. Vous habitez un village éloigné et vous venez à Mulhouse pour la première fois? J'habite Mulhouse depuis ma naissance. Vous avez encore vos parents? Je ne les ai plus. À quelle époque est mort votre père? Il y a 10 ans, c'est-à-dire en 1941. Pourquoi vous moquez-vous? C'est en 1941, en janvier 1441, que mon père est mort. Votre père était souvent malade. Il a été tué d'un coup de pied de cheval. Il était forgeron comme moi. Sans doute, comme vous. Il buvait un peu d'alcool? Je ne connais pas cela, s'écria Hans. Puis, après quelques moments de silence, il reprit avec une affreuse tristesse, mais sans hésitation. Je comprends, vous êtes médecin, et vous me croyez malade, fou peut-être. Est-il possible d'être plus malheureux que moi? Le docteur Lalande, que le forgeron avait en face de lui, était jeune encore, mais ses cheveux, blanchis, donnaient à son front beaucoup de douceur. Son esprit, toujours exact et logique, semblait né pour les mathématiques plutôt que pour la médecine. Le problème posé l'intéressait. Il renvoya les garçons de l'hospice et, prenant Horstmüller par le bras d'un geste amical, le conduisit dans son cabinet. « Asseyez-vous, lui dit-il en avançant son fauteuil. « Nous serons mieux ici pour causer à cœur ouvert. » Négligemment, ayant ouvert un album où se trouvait un portrait de Napoléon Ier, le docteur le montra au forgeron.
Vous connaissez, du moins, cette figure-là » Hansmüller regarda la figure, épela le nom et secoua la tête. Le docteur Lalande murmura « Ne connaître chez nous ni la colle, ni Napoléon Ier, si c'est vrai, voilà un homme mal renseigné. » Pendant de longues heures, dans une causerie sincèrement cordiale, mais toujours habilement dirigée, il fit conter sa vie à Hansmüller, non sans lui tendre toutes sortes de pièges. Rien ne l'éclaira sur la solution du problème. « Voulez-vous me permettre d'écrire quelques mots ?» Brisé de fatigue et d'émotion, Hansmüller s'inclina. Le docteur, courbé sur son papier, rédigeait de son écriture nette et fine une lettre pour son ami, l'éminent historien de Mulhouse. « J'ai dans mon cabinet un sujet rare. C'est un brave homme qui semble âgé d'une trentaine d'années et qui prétend être né il y a 500 ans. Il est vêtu d'un costume très ancien. Il m'a fait voir dans sa bourse des pièces du XVe siècle. Sur le vieux Mulhouse, sa mémoire abonde en vues excellentes, mais de ce qui touche au temps actuel, il ignore tout. On peut supposer que ce brave homme forgeron de métier a trouvé un coffre contenant des vêtements, des chaussures, des monnaies, que cervelle troublée par cette aubaine, il s'est confiné dans l'étude du passé et que dame raison, l'ayant abandonné à dame histoire. Il a pris son rêve pour la réalité. Une seule chose m'embarrasse fort, c'est que le langage qui parle me paraît être vraiment du temps jadis. Mais je ne suis qu'un profane. Toi, pour qui n'a de secret la langue d'aucun siècle, viens à mon aide. Je t'attends. Notre homme qui est forgeron te dira qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Post-scriptum, il prétend avoir perdu sa femme le jour de ses noces vers la porte de Bâle le 15 septembre 1451. C'est à la fois très près et très loin. Bientôt arriva, serré en un veston noir, un petit homme mince aux pétillants yeux bruns, au crâne chauve et luisant, à la barbiche grise, à la voix captivante. Il entama la conversation en se servant d'expressions d'anciennes qui remirent Hansmüller dans une atmosphère réconfortante. Tout en parlant ainsi au bon forgeron, il tendait au docteur Lalande un livre ouvert dont il avait marqué et annoté une page. Le docteur parcourut des yeux ce texte. C'était un passage des chroniques de Mulhouse et entra une noce brusquement interrompue par la disparition du marié et aux recherches tentées vainement. Le chroniqueur ajoutait « La mariée ne survécut guère à cette épreuve, malgré les soins de l'estime dont elle était entourée. On croit avoir retrouvé sa tombe au vieux cimetière, sous une dalle où on déchiffre Edith Schramm, épouse de Jean Muller, probablement veuve, morte en 1460. En marge de cette page, l'historien venait d'écrire au crayon en hâte. Ton homme aurait-il lu cette page et s'imaginerait-il être le mari perdu? Le docteur Lalande referma le livre tout pensif. « Je vous laisse ensemble, dit-il, j'ai des malades à voir. » L'historien approuva la discrétion du médecin, qui ne disait pas « j'ai d'autres malades à voir ». « Bien, s'écria-t-il. Quant à nous, nous allons marcher un peu par la ville à pied. Il a beaucoup plu, l'air est refroidi. Fais donner à notre compagnon un manteau léger. » Chemin faisant, avec une sûreté qui remplissait d'admiration l'historien, il décrivait le vieux Mulhouse. Il racontait la bataille de 1437, où la cité repoussa une attaque des Armagnacs, et il ajoutait avec orgueil que tout de suite après, la même cité avait chassé les nobles pour devenir une république. Hans prononçait des phrases de superbe en vieux langage. Le bon forgeron avait une sorte de majesté civique, mais là, sa voile de mélancolie passait devant son honnête visage, quand tel des innombrables petits faits de la vie moderne lui rappelaient l'énigme poignante de son destin. Il répétait quelle joie il éprouvait à retrouver sa compagne, amie sûre, confidente, souriante. Puis soudain, le sifflement de quelque locomotive ou l'ombre de quelque haute cheminée d'usine le tirait de sa rêverie. « Je ne demande pas, dit Hans, à voir ce qui sera dans 100 ans. Je suis certain que l'homme finira par réaliser tous ses rêves. Il courra sur les eaux et volera dans les airs, mais il ne pourra empêcher ni la souffrance ni la mort. Au fond, une seule chose est importante, la justice. Une seule chose est bonne, la beauté. » Un cortège funéraire passait. L'historien ôta son chapeau. Le forgeron fit un signe de croix. « Oui, le bonheur, c'est d'aimer une bonne créature et d'être aimé d'elle. J'ai commis une faute grave envers Edith. J'aurais dû ne penser qu'à elle, surtout dans un pareil jour. » Les deux hommes, en conversant ainsi, étaient arrivés près du vieux cimetière. L'historien guida son compagnon, sans l'avertir de rien, vers l'endroit où se trouvait la tombe dont parlait la vieille chronique. Bien avant qu'il ait pu apercevoir cette tombe, Hansmüller avait tressailli. « Mon Dieu, disait-il, je crois entendre la voix d'Edith. Edith m'appelle tout près d'ici. C'est un trop grand bonheur. Vous voici, Edith. » Son visage rayonnait d'une telle félicité que l'historien le contempla avec tendresse
presque avec envie. D'un seul élan, Hans Müller courut vers la tombe, s'agenouilla, baisa les débris de la dalle à l'endroit où se lisait le nom d'Edith et demeura plongé en extase. L'historien s'éloigna silencieusement, ne voulant pas le troubler, et méditant sur le moyen de le ramener à la réalité. Au bout de quelques pas, tournant la tête, il fut stupéfait de voir que le cimetière était désert. Devant la dalle brisée, il n'y avait plus que le manteau prêté par le docteur Lalande. L'homme avait disparu. Maintes fois l'historien et le docteur parlèrent de cette disparition. « Décidément, disait le docteur, il s'en est allé comme il était venu, ou plutôt revenu. Eh, quoi? Admets-tu que nous ayons conversé ici même avec un de nos compatriotes du XVe siècle? C'était un brave homme, assurément, mais qui avait perdu la boussole. Oh, la boussole n'était peut-être pas en grand usage de son temps. D'ailleurs, la ligne de démarcation est si peu sensible entre la folie et la raison, entre l'état de veille et le sommeil, entre la santé et la maladie. Et puis, réellement, le temps existe-t-il? Un de nos grands philosophes a bien nié l'existence de l'espace. Que voilà des propos ironiques. Avoue au moins qu'il y a une chose incontestable et sans limite. Quel est-elle, docteur de mon âme? Historien de mon cœur, c'est la curiosité. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.